Avec nous en ligne, Monsieur Abdelaziz Mjahed, général-major à la retraite, directeur général de l'Institut national d'études stratégie globale. Monsieur Mjahed, merci d'être avec nous et d'avoir bien voulu accepter notre invitation pour répondre à nos questions, évidemment. Monsieur Abdelaziz Mjahed, qu'indique cet épisode dans le sud algérien, Monsieur Mjahed? Madame, cette affaire, elle fait partie aussi des responsabilités du CEMOC. La coordination entre les états-majors opérationnels des pays au Sahel doivent coordonner toutes leurs actions ensemble. Ça veut dire le CEMOC, il a comme charge et mission de mettre au courant, d'avertir et d'assurer la coordination des actions de l'ensemble. Oui. Comment se fait-il que les représentants du Mali, membres du CEMOC, n'ont pas averti les autres membres qu'il y a une opération de ce genre? S'il n'y a pas avertissement, s'ils n'ont pas signalé cette action, ça peut aussi être un élément étranger à la région. Nul n'ignore les capacités des drones à agir sur des milliers de kilomètres. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ça veut dire que les responsables algériens, membres du CEMOC, ont suffisamment sensibilisé l'ensemble des acteurs sur la sensibilité de la chose. N'oubliez pas à quelle heure ça s'est passé, au milieu de la nuit. Comment on peut identifier un drone qui porte les insignes d'un pays la nuit? Mais le signal, c'est un signal d'un élément inconnu qui a une approche hostile. Ils étaient dans l'obligation de prendre les mesures et d'abattre ce messie. Le CEMOC, précisons-le à nos auditeurs, est le comité d'état-major opérationnel conjoint. Monsieur Abdelaziz Mjahed, il ne s'agit pas de la première violation, comme vous veniez de l'indiquer, par un drone malien de l'espace aérien, mais bien de la troisième violation en l'espace de quelques mois. Qu'est-ce que cela pourrait signifier concrètement, monsieur Abdelaziz Mjahed? C'est une infraction à partir du moment où vous êtes membre d'un comité, vous devez communiquer à l'ensemble l'information, sinon on peut le considérer comme hostile. Évidemment. Je précise ma question. Le drone est entré en territoire algérien et reparti vers le Mali pour revenir, c'est ainsi que cela a été indiqué, pour revenir de façon offensive vers l'Algérie. Qu'est-ce que cela indique précisément? Ce qui s'est passé, ce qui se passe ces jours-ci, c'est la partie qui est émergée de l'iceberg. La partie cachée, on la connaît pas, elle est inconnue de la part des observateurs et de l'opinion mondiale, mais les spécialistes, les responsables peuvent donner, quand ils estiment nécessaire, l'information qu'il faut. Mais j'insiste encore une fois, que l'avantage d'avoir un comité opérationnel commun, c'est pour coordonner les actions. Sinon, quelle est sa raison d'être? Il faut arrêter, il faut que chacun prenne ses responsabilités. On est dans une région sensible. N'oublions pas qu'au Sahel, il y a 22 États qui interviennent au Sahel. Vous avez les 5 membres du Conseil de sécurité qui sont là. Vous avez les 6 ou 7 membres des BRICS qui sont là. Oui. Vous avez 19 États membres de l'OTAN qui sont là. Comment voulez-vous, dans cette situation complexe, avoir des attitudes et des responsabilités s'il n'y a pas de coordination et il n'y a pas un travail commun? Il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. On doit se poser la question, comment se fait-il que cette crise au Sahel dure depuis plus de 50 ans? Ça veut dire qu'il y a de la diplomatie et de connivence, oui. Il y a de la complicité, il y a des magouilles à ne pas en finir. Et dans cette imbrication, l'Algérie a pris ses positions qui sont conformes à toutes les lois qui existent et la réglementation et les accords communs. Doit-on penser qu'il s'agit de pousser le Mali, en l'occurrence, et ses alliés à créer une crise avec l'Algérie, monsieur Mjahed? Madame. Oui. Quand on entend les allégations du représentant marocain à l'ONU classer l'Algérie comme parrain du terrorisme, c'est ça. On se pose des questions. C'est ça. Comment peut-on croire quelqu'un, le représentant d'un État, qui a demandé le protectorat? Il n'a pas été agressé et envahi comme tous les autres pays africains. C'est lui qui a demandé le protectorat. C'est lui qui a demandé les années 80-86 à faire partie de l'Union européenne. Comment peut-on croire à ces allégations? Il y a la falsification des faits et il y a la déformation des positions.
on rappelle à tout le monde que l'Afrique, les pères fondateurs de cette Afrique, on peut remonter à Massinissa et Jugurtha, en passant par Nkrumah et Frantz Fanon et Mohamed Sadiq Ben Yahya. En 58, on a œuvré pour la création de cette organisation, pour l'émancipation de l'Afrique. La première organisation en 63, l'Algérie était membre fondateur. L'unité africaine, on était aussi des membres fondateurs. C'est notre credo, ça c'est notre ADN. L'Afrique est dans notre sang. Et il faudrait peut-être qu'on rappelle à tout le monde. Monsieur Abdelaziz Mjahed, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes directeur général de l'Institut national d'études de stratégie globale, général-major à la retraite. Monsieur Abdelaziz Mjahed, en ce début d'entretien, vous évoquiez le CEMOC. En janvier dernier, le Mali et le Niger et le Burkina Faso quittent la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Par quels canaux, dans ces conditions, agir aujourd'hui? Madame, le Burkina Faso, c'est le pays de Thomas Sankara. Absolument. Absolument. Le Mali, c'est le pays de Modibo Keïta. Tout à fait. C'est ces hommes phares de l'Afrique qui ont gravé la voie tracée par nos ancêtres. La voie existe. Maintenant, il faut chercher les élites dans cette région. Les élites du Sahel, c'est elles qui vont continuer l'œuvre de leurs prédécesseurs, Frantz Fanon, Mohamed Sadiq Ben Yahya, Yazid et Kwame Nkrumah. Ils sont là. Il faut les chercher. Il faudrait que les médias braquent les projecteurs sur les hommes libres de ce continent. Il faudrait peut-être rappeler aux puissances de respecter un peu les doctrines qui ont orienté, qui ont guidé les actions de ce monde depuis la doctrine Wilson, et rappeler aussi qu'il y a la doctrine Stimson en 1932. Les deux doctrines Wilson et Stimson parlent d'intégrité du territoire, indépendance politique. Et il faudrait que l'Occident ait des forces agissantes au niveau du Sahel. Il faudrait peut-être prendre l'exemple de la station spatiale où l'ensemble des puissances qui ont coordonné leurs actions pour pouvoir agir dans l'espace. Nous, on leur demande de faire la même chose, d'appliquer la même démarche, d'adopter les mêmes positions ici au Sahel, soit agir pour le bien du Sahel, soit se retirer. Rappeler aussi que depuis plus d'un demi-siècle, l'Algérie avait appelé vers un nouvel ordre mondial plus équilibré et plus juste. Il faudrait que les gens, surtout des conseils de sécurité et des BRICS, il faudrait qu'ils soient à la hauteur de leur engagement et de leur mission et qu'ils soient honnêtes envers l'humanité entière. À propos de puissance, je précise à nos auditeurs, Monsieur Abdelaziz Mjahed, si vous permettez, que Henry Stimson était secrétaire à la guerre de Roosevelt et de Truman pendant la Seconde Guerre mondiale et contrôlait directement, je le rappelle, le projet Manhattan. Pardon, madame. Oui. Pardon, madame. Je vous en prie. Je rappelle Stimson, la doctrine Stimson, 1932, oui, qui a condamné l'occupation du Japon de la Mandchourie. Absolument, Monsieur Abdelaziz Mjahed. Vous évoquiez lors de cet entretien les puissances, le rôle des puissances sur le continent. La situation au Sahel va en s'aggravant. Jusqu'à quel point l'intervention des puissances étrangères a-t-elle exacerbé les tensions, Monsieur Abdelaziz Mjahed? Le problème du Sahel, c'est que c'est confus et c'est pas suffisamment éclairé pour déterminer qui fait quoi. Le Sahel, on parle de terrorisme. Oui. Qui est derrière le terrorisme? Qui alimente le terrorisme? La contrebande des producteurs de drogue. L'ONU sait et connaît et elle a déterminé qui est le plus grand producteur de drogue dans cette région. Et il faudrait que les instances internationales prennent leurs responsabilités. C'est pour cette raison que je parlais de diplomatie de connivence. Il faut arrêter la connivence. Et pour arrêter la connivence, il faudrait apporter tous les éclairages sur les maux de cette région. Et il faudrait que les citoyens de cette région, à leur tête, leurs élites et leurs intellectuels, il faudrait qu'ils soient à la hauteur de leur mission et leurs tâches. Ce sont ces connivences qui exacerbent les tensions, comme je le précisais tantôt, Monsieur Abdelaziz Mjahed. Ce sont ces connivences, n'est-ce pas? Mais bien sûr, madame. Quand le délégué marocain parle de parrainage du terrorisme, il est en train de distraire les opinions. Il est le principal fournisseur de drogue dans la région. Et cette drogue, c'est elle qui alimente le terrorisme. Elle finance le terrorisme. Alors, il faudrait apporter les éclairages
Il faudrait que les instances internationales soient à la hauteur de leur mission. Elles ne font pas la sourde oreille comme ce qui se passe à Gaza, le massacre. Ils veulent éradiquer un peuple. Et là, ils veulent faire sombrer la région dans un marécage. Alors, ce n'est tout de même pas la première violation, je le disais, menée par l'armée malienne. Le 27 août, l'armée malienne, rappelons-le, a mené des attaques de drones à Tinzaouatine, près de la frontière de l'Algérie, faisant plus de 21 tués, dont 11 enfants et des dizaines de blessés. C'était, je pose ma question, où c'est la violation de trop, monsieur Abdelaziz Mjahed? Madame, il me semble que les gens ont oublié qu'aujourd'hui, la question, c'est une question de relations humaines. Il y a des êtres humains, Oui. Ils ont leur place, ils Oui. ont leurs droits, et le devoir de tous, c'est de préserver et de renforcer la qualité de vie de ces gens-là. Maintenant, quelqu'un qui s'attaque à des civils, à des armées, comment le qualifier? L'objectif cette fois-ci, c'était de s'attaquer à des civils, monsieur Mjahed, encore une fois. Le problème essentiel est là. Mm. Comment se fait-il qu'on s'attaque? Nous avons les moyens. Nous avons les moyens de rentrer en contact avec ces gens-là. Quelles sont les voies qui sont disponibles? Pourquoi on opte pour l'option militaire? Est-ce qu'on a usé de tous les moyens pour arriver à ça? C'est la solution finale, ça. Mhm. C'est pas une solution qu'on peut mener intérieurement. Ces gens-là oublient une chose, c'est que la lutte contre le terrorisme, c'est l'affaire de tous. Et aucune armée au monde, quelle que soit sa puissance, ne peut imposer sa manière de voir à des idées ou des volontés contraires. La question politique, sa solution ne peut être que politique. S'il y a des problèmes politiques au Mali, c'est pas la voie armée qui va le régler. Alors, à propos de puissance militaire, il y eut tout de même la destruction du drone stratégique turc, par ailleurs, qui a été un coup dur pour de nombreux pays qui misaient sur l'effet tactique de ces drones. Monsieur Mjahed, là, j'interroge votre expérience. Dans ce monde, il n'y a aucune arme absolue. C'est une question de volonté. Quelqu'un qui veut se défendre, vous n'avez qu'à voir l'exemple de Hezbollah ou de Gaza. Elles peuvent affronter n'importe quelle puissance. À partir du moment où il y a la volonté, il y a la conviction, il y a la foi en la cause, aucune arme ne peut régler le problème. Vous avez les États-Unis d'Amérique depuis 45. Ils ont utilisé tous les moyens en Corée, ils ont utilisé tous les moyens au Vietnam, ils ont utilisé tous les moyens en Afghanistan, en Irak, en Syrie, au Soudan, en Libye. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, la supériorité opérationnelle n'est pas forcément matérielle. C'est ce que je dois entendre, monsieur Abdelaziz Mjahed. Mais bien sûr, l'humain reste au centre, madame. Alors, revenons à notre sujet, monsieur Abdelaziz Mjahed, si vous le voulez bien. Et à propos toujours de position des États-Unis, certaines parties évoquent des tentatives de normalisation de l'entité sioniste avec des États de la région, dont le Mali. Mais bien, ça veut dire que la question, vous savez, madame, l'IoT et Sykes-Picot, apparemment, c'est deux approches différentes, mais les maîtres qui ont décidé de ces deux plans sont les mêmes. Et la preuve, on les voit aujourd'hui, tous les trois, au Maroc. La France, Israël ou le Maghreb. Donc il y a un glissement vers le reste de la région. Mais ça, c'est la même politique. Quand le Maroc, on lui a accordé l'indépendance dans l'interdépendance, et c'est pour continuer à avoir une voie de pénétration vers l'Afrique. La France, chassée par les Africains, elle revient par la voie du Maroc, consolidée par Israël. C'est ça. Il faudrait peut-être rappeler l'histoire. 1975, les armes utilisées par l'armée marocaine pour agresser et occuper le Sahara occidental étaient fournies par l'Afrique du Sud, prétoriane raciste, et par Israël. Il n'y a rien de nouveau dans ce monde. L'histoire, malheureusement, elle se répète. Elle est là toujours, les mêmes acteurs, mais agissant cette fois-ci à visage découvert. C'est ça. La France chassée en Afrique, elle revient par la voie du Maroc, consolidée par Israël.
Les défis restent tout de même présents, notamment à la frontière longue de 1360 kilomètres entre l'Algérie et le Mali, qui n'est, faut-il le préciser, pas clairement délimitée entre les deux pays, puisque les populations appartiennent aux deux parties. Comment juguler ces défis, Monsieur Abdelaziz Mjahed? Madame, il y a la géographie politique et la géographie Humaine. sociale. Oui. Et la géographie humaine. Oui. On ne peut pas, personne ne peut séparer une partie de ce peuple. C'est une population qui occupe les deux régions, de par leur nature et leur histoire. C'est des nomades. Comment voulez-vous sédentariser quelqu'un qui a comme mode de vie le déplacement? La frontière, pour lui, c'est une ligne tracée entre deux États. Lui, il la respecte. Nous avons pas uniquement cette région, nous avons nos frontières ouest, vous avez les binationaux, vous avez avec la Mauritanie, vous avez les binationaux, on a ça, mais c'est une question de respect. Et si on rappelle un peu l'histoire de notre Algérie, la première préoccupation après la restauration de l'indépendance, c'était la politique de bon voisinage. On avait créé à l'époque des foires internationales au sud, le Mougar, la Siha, c'était au service des populations de la région entière. Le Mougar, on avait des gens qui portaient 5 passeports, 5 cartes d'identité. Il n'y avait aucun problème. Donc, on vivait en un bon voisinage. Donc, quand l'armée malienne mène des attaques de drones à Tezawatène contre des populations civiles, c'est, on va dire, un peu l'Algérie qui est aussi attaquée. Moi, je dis que l'humanité est attaquée. Monsieur Abdelaziz Mjahed, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Vous êtes général-major à la retraite, directeur général de l'Institut national d'études stratégie globale. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie et continuez sur cette voie, que Dieu vous donne toute la force et le courage pour continuer à éclairer l'opinion. Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur Mjahed. Merci d'avoir été avec nous. Ah, salam.